prend toujours un petit peu de temps. Ouais. Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Dr Schmitt. Vous allez bien? Bonsoir, oui, très bien, merci. Rassurez-moi, vous êtes en pleine santé? En pleine santé, Vous pas... et les vôtres aussi? Pas dans votre famille quelque chose de Non, problématique? tout le monde va bien. Super. Merci. On est ravis. J'espère aussi pour tout le monde. Oh là, 2000 personnes déjà. Attendez, alors là, ça va être difficile de répondre à vos questions, évidemment. Alors, ce soir, évidemment, vous êtes tous très très attentifs à ce que va dire le docteur Schmitt sur le Covid-19, évidemment. Et ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Il y a de fortes chances que votre question trouvera une réponse dans les propos de docteur Schmitt au cours de ce webinaire qui durera le temps nécessaire pour que on puisse couvrir la totalité du sujet avec des solutions exceptionnelles que docteur Schmitt va nous proposer, des choses assez extraordinaires. Mais avant de vous saluer toutes et tous, juste une petite parenthèse technique. Quand vous êtes extrêmement nombreux, vous avez bien compris qu'il va être difficile pour nous de répondre à toutes les questions. Mais surtout, d'abord, de vous connecter sur Google Chrome pour avoir une meilleure utilisation de Webinar Jam et d'être en connexion filaire plutôt qu'en connexion Wi-Fi pour ne pas avoir d'interruption. Vous savez qu'en ce moment, comme nous sommes toutes et tous en confinement, il y a énormément d'utilisation de la bande passante d'Internet. Donc, il se peut que ce soit chez nous ou chez vous, il y ait des petites interruptions, qu'il y ait des images un petit peu figées. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez qu'il y a un problème de connexion, reprenez le lien qui vous a été envoyé sur votre mail et reconnectez-vous ou rafraîchissez votre page afin d'être reconnecté le plus rapidement possible. Voilà. Donc, fort de cela, ce soir, Dr Schmitt va nous expliquer un certain nombre de choses. Nous allons passer évidemment du temps, beaucoup de temps sur les traitements et sur les solutions naturelles, les vraiment exceptionnelles que le Dr Schmitt nous propose. Et on va juste passer quelques instants, si vous le permettez, Dr Schmitt, avec juste les manifestations, les signes. Quels sont les signes d'alerte? On va, après les signes, parler de la prévention. Après la prévention, des traitements et toutes les solutions de traitement naturel, évidemment, que vous allez proposer. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y a un replay, donc je le dis et je le répète, il y aura un replay obligatoire, comme vous êtes extrêmement nombreux, il y aura le replay qui vous sera évidemment fourni. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas noté toutes les solutions du Dr Schmitt ce soir, mais vous aurez la possibilité du replay. Je patiente quelques instants encore pour permettre au maximum de gens de se connecter, parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où on lance le direct et le moment où la totalité des personnes sont connectées. Donc c'est pour ça que j'essaie de combler. Et voilà, là je pense que ça se stabilise tout doucement. Vous voyez que nous sommes extrêmement nombreux, presque 2800 personnes. Et bien c'est normal parce que ce soir on a soif de solutions, soif d'informations, soif de vérité, parce que beaucoup de choses sont dites sur Internet. Et là on va essayer de faire un bon tri du bon grain de livret. Voilà. Docteur Schmitt, est-ce que vous êtes prêt à nous expliquer tout ça? Je suis prêt. Parfait. Alors, on va commencer, si vous le permettez, on va déjà redonner les principales manifestations, qu'elles soient du plus fruste au plus grave, quels sont les principaux signes qui nous feraient penser que nous sommes atteints de ce satané virus qui pourrit la vie du monde. Alors forcément, il faut se poser des questions si on a de la température, pour commencer. La température signe toujours, surtout dans une saison hivernale, même si on est au printemps depuis peu, signe toujours en général une manifestation virale type grippe. Voilà. Donc, toute personne qui a de la température ne doit pas non plus s'imaginer que c'est le coronavirus. Il y a quand même la grippe qui existe toujours. Donc, voilà. Mais si en plus de cette température, la personne a une toux, par exemple, ou même plus des difficultés respiratoires, ça devient quand même fort suspect et il faut à ce moment-là prendre des mesures rapides pour ne pas passer trop loin et arriver à un stade où on ne saura plus rien faire. Voilà. Il y a encore d'autres petits symptômes comme les maux de gorge. Il y a certaines personnes qui ont des diarrhées, certaines personnes qui peuvent avoir un rhume, la congestion nasale. Voilà, ça c'est en gros les grands symptômes. Mais je dirais,
s'inquiéter surtout élévation de température et problèmes ou difficultés respiratoires. C'est la principale chose. Alors, à partir de quand, à votre sens, il faut… Alors, chez nous, nous avons le 15. C'est l'appel des secours, c'est l'appel du médecin. À quel moment doit-on appeler notre médecin et à quel moment doit-on appeler le secours à votre image? On peut toujours appeler son médecin dès les premiers symptômes pour avoir son avis, c'est toujours utile. Mais quand on commence à rentrer dans des soucis de difficultés respiratoires, là, je pense que il faut faire très attention et peut-être envisager d'être hospitalisé pour notamment avoir une assistance respiratoire. Voilà. Actuellement, quand on est à la maison et que nous n'avons rien, que nous sentons plutôt bien, en forme, à votre avis, quels sont les… On connaît les gestes barrières, on a entendu, rebattu les oreilles de cela, nous sommes d'accord avec cela, enfin je pense que vous ne contestez pas tous les gestes barrières, le masque, les gants, le lavage de mains, tout c'est dans son coude, faire attention au contact, la distance, etc. Ça, personne ne conteste. À votre avis, quelles sont les principales pistes de prévention que l'on peut mettre en place, naturelles évidemment, pour pouvoir éviter de l'attraper? Voilà, donc on part ici de monsieur et madame tout le monde qui n'est pas malade, qui n'a pas de symptômes, mais qui, comme beaucoup, sont interpellés par cette épidémie. Et je voudrais commencer par dire que la chose la plus importante pour rester en bonne santé et donc ne pas tomber malade, c'est d'avoir un bon système immunitaire. Or, avec le battage médiatique, vous ne pouvez pas ouvrir une radio ou une télévision sans qu'on vous parle de mort, de coronavirus, enfin voilà, c'est épouvantable. Et je le vois autour de moi, les gens sont extrêmement stressés, voire même affolés, paniqués. Eh bien, le stress et le grand stress, c'est ce qu'il y a de plus mauvais pour notre système immunitaire. Et je vais donner un exemple que les gens vont bien comprendre. Tout le monde connaît cette maladie qu'on appelle l'herpès, qui se manifeste au niveau buccal par ce qu'on appelle le bouton de fièvre. Donc, l'herpès, c'est un virus dont on ne guérit jamais et qui, à intervalles réguliers, peut ressortir et on le voit donc sous cette forme de bouton de fièvre. Eh bien, les gens qui ont de l'herpès le savent. Cet herpès, il disparaît et il va ressortir à quel moment? Quand les gens vivent un gros stress. Une grosse fatigue, un gros stress, une grosse émotion, ce bouton d'herpès va ressortir. En fait, il profite d'une faiblesse de notre système immunitaire pour refaire son apparition. Donc, puisqu'on parle beaucoup à cause du virus d'immunité, moi je trouve dommage, c'est que un petit peu avec toutes ces émissions de télévision, tout ce qu'il y a dans les journaux, les déclarations des ministres et autres, on provoque un véritable sentiment de panique dans notre population et on ne peut pas faire pire pour le système immunitaire de tous les gens. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Donc, vous qui êtes tous en bonne santé et qui vous voulez le rester et ne pas attraper le Covid-19, arrêtez de stresser. Ensuite, avoir une très bonne alimentation, c'est-à-dire que pour notamment avoir un bon fonctionnement de son système immunitaire, on a besoin de trouver dans sa nourriture des éléments essentiels comme des vitamines et des minéraux. Je pense par exemple au niveau des minéraux, au zinc qui est un élément capital pour le bon fonctionnement de notre système immunitaire, mais également à pas mal de vitamines B comme la B2, comme la B6. Voilà, donc tous ces éléments nutritifs doivent être apportés en quantité suffisante pour que notre système immunitaire puisse bien fonctionner. Donc, pas de stress et une bonne alimentation. Point suivant, une très bonne qualité de sommeil.
Donc, par exemple, c'est une très mauvaise idée de regarder le dernier journal télévisé juste avant d'aller dormir, où on parle du nombre de morts et tout ça. C'est très, très mauvais parce qu'on ne va pas avoir une bonne qualité de sommeil. Ensuite, faire de l'exercice. Et c'est possible puisque malgré le confinement, on ne nous empêche pas de sortir pour faire un petit peu de vélo, un petit peu de jogging, voilà. Et qui plus est, quand on fait cet exercice, comme nous sommes au printemps, on peut quand même espérer avoir de temps en temps un petit peu de soleil. Et qui dit soleil dit vitamine D. Or, la vitamine D est aussi une vitamine essentielle au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Voilà, ça c'est des principes. J'ai pas encore parlé d'aucun traitement, c'est des principes de base de naturopathie. C'est tous des principes en fait que j'ai repris dans mon dernier bouquin qui s'appelle Guide pratique pour une santé augmentée. Et ce titre est voulu parce que pour une fois, je ne m'adresse pas aux malades. Souvent, on fait des livres pour les fibromyalgiques, pour les scléroses en plaques, pour toutes les maladies. Ici, c'est un livre qui s'adresse aux bien portants. Et c'est important de s'adresser à tous les gens bien portants parce que souvent, ils demandent tout ce qu'ils peuvent faire pour rester bien portants et peut-être même encore avoir, comme le titre de mon livre l'indique, une santé augmentée, pour encore augmenter son facteur de santé. Et voilà, donc dans ce livre, je donne une multitude de conseils dont je vous en ai résumé là maintenant quelques-uns qui sont pour moi essentiels pour justement résister, avoir un bon système immunitaire et résister à la maladie. Docteur, est-ce que je peux me permettre de vous demander de nouveau sur la vitamine B6, B12, D3, la vitamine D, quelles sont les doses que vous préconisez? On parle aussi, alors ça c'est dans le traitement, mais aussi en prévention de vitamine C. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous donner une approche des doses, pardon, je cherche le mot, des doses que vous pouvez préconiser? Ok. Pourquoi je vous pose cette question, si je peux me permettre, c'est que sur la vitamine D, vous savez qu'elle est donnée soit en quotidien, soit en hebdomadaire, soit en trimestriel, soit en semestriel, soit en annuel. Alors, pour se protéger, et effectivement, Jessica pose la question aussi, le magnésium, est-ce que vous en préconisez? Et si vous pouvez juste nous donner un aperçu des dosages en prévention, j'entends. En prévention, parce que je vais bien scinder les gens qui n'ont rien par rapport aux gens qui sont à risque et par rapport aux gens malades. C'est trois choses différentes. Donc, les gens qui n'ont rien, la vitamine D, l'idéal, c'est d'aller au soleil. Mais tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Marseille ou dans le sud de la France. Il y a malheureusement des Belges ou des gens du Nord qui ont nettement moins de soleil et donc ceux-là, ils fabriquent aussi moins de vitamine D. Alors, on peut prendre des suppléments de vitamine D. Il ne faut pas écouter ceux qui racontent qu'il y a des doses toxiques. Il n'y a pas de toxicité avec la vitamine D. Au contraire, même, les normes que l'on a dans les laboratoires sont nettement insuffisantes. Le laboratoire vous dit très vite que vous êtes en zone normale alors que vous n'êtes pas en zone normale. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre de grosses doses de vitamine D. 1000 unités par jour, tous les jours, me semble déjà bien. Maintenant, la vitamine D, ça peut se doser dans une prise de sang. Parce que moi, je le vois chez mes patients, j'ai des gens qui se baladent à 12, 15, 18 au niveau vitamine D, et il y a des gens qui sont à 57. Alors évidemment, quand on est en dessous de 35-40, on peut dire qu'on est vraiment carencé en vitamine D, même si le labo ou la plupart des labos au niveau de 30, ils sont contents au niveau des normes, mais moi je ne le suis pas encore. Je préférais qu'on dépasse les 50. Et donc, si vous avez plus de 50 et même 70 ou 80 comme taux de vitamine D, ben voilà, c'est très très bien. Il ne faut pas avoir peur du surdosage. D'accord. Est-ce que magnésium, donc c'est bon?
Ben, le magnésium, oui, c'est bon. Le magnésium et le zinc, comme je l'ai dit, sont des éléments très très importants au niveau, entre autres, du système immunitaire. Moi, je suis toujours un partisan pour que l'on trouve la plupart de ces bonnes choses dans une alimentation saine. Normalement, si vous mangez, entre autres, beaucoup de légumes, un peu des fruits et beaucoup de légumes, vous allez trouver tout ce qu'il faut au niveau magnésium, oligo-éléments, minéraux. Voilà. Et la supplémentation, normalement, ne devrait pas être nécessaire pour quelqu'un qui a une alimentation parfaite. Bien entendu, on le sait, puisqu'on parle du magnésium, un des grands facteurs qui épuisent le magnésium, c'est quoi? C'est le stress. Ah bon. Donc, je pense qu'actuellement, tout le monde manque de magnésium, donc on peut en prendre, oui. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de prendre… Pardonnez-moi, je continue sur la prévention parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, Ghislain vous demande aussi le dosage de la B6 et de la B12 en prévention. Ben, là, il n'y a pas des dosages précis. Vous avez des complexes de vitamine B qui sont en général tous plus ou moins bien formulés. Et l'important, en fait, c'est de ne pas prendre une vitamine B en particulier, c'est de prendre un cocktail qui les associe parce qu'il y a des effets de synergie entre eux. Donc, j'aime beaucoup la B1, la B2, la B6 en cas de problème viral, c'est très très important. La B12 aussi, la B3, la B9, enfin, voilà, elles sont à peu près toutes importantes. Et donc, l'idéal, c'est d'essayer de trouver un cocktail de vitamine B qui les associe tous. Voilà. D'accord. Donc, il vaut mieux un cocktail avec une bonne alimentation et un petit peu d'activité. Voilà, voilà. Est-ce que la quercétine a un intérêt, vous demande Valérie? Alors, la quercétine a un intérêt et celle-là, je la réserve notamment pour les personnes à risque. Donc, la quercétine, c'est très bien. C'est encore mieux si vous prenez la quercétine sous forme liposomée. Elle est plus difficile à trouver, mais il y a des labos qui font de très bonnes choses au niveau quercétine liposomée. Et l'intérêt de la quercétine, c'est d'abord, il faut savoir que c'est un antiviral en tant que tel, et surtout, c'est un protecteur pulmonaire, la quercétine. Voilà pourquoi je réserve ce complément nutritionnel-là, en particulier pour les personnes à risque. Alors, on peut peut-être déjà définir ce qu'est une personne à risque. Une personne à risque, ça va être toute personne qui a plus de 60 ans. Elle est considérée comme à risque. Et toute personne qui souffre d'une maladie chronique, à savoir une problématique pulmonaire, asthme, emphysème, une pathologie cardiaque, du diabète, de l'hypertension, tous ces gens-là sont à risque. Alors si, bien sûr, on a plus de 60 ans et qu'on souffre en plus de ces pathologies chroniques, on devient très à risque. Voilà. D'accord. Et donc, il y a les pathologies cardio-respiratoires, l'obésité, le diabète. Et Voilà. la question du diabète a été posée plusieurs fois, justement, si c'est un facteur de risque. Bien sûr, c'est un facteur de risque. On parle beaucoup, notamment du nombre de morts en Italie. Ben, il y a une étude qui a montré que la plupart des décès en Italie concernaient des gens âgés en général, mais souvent qui cumulaient une, parfois deux et parfois même trois pathologies chroniques. Voilà. Donc, ça montre bien que ces gens-là sont particulièrement à risque. D'accord. Donc, c'est un effet cumulatif. Voilà. Alors, attendez. Hop. Oui, auriez-vous la gentillesse de définir ce qu'est liposomé? Ah, liposomé. Alors, un liposome, c'est quelque chose de très intéressant parce que quel que soit le produit que vous absorbez, que ce soit de la quercétine, de la vitamine C, du glutathion, du coenzyme Q10, du curcuma, c'est bien d'absorber un produit, mais il faut toujours se poser la question comment va-t-il être absorbé et surtout arriver dans nos cellules. Voilà.
Je prends par exemple un exemple que beaucoup de gens connaissent, le curcuma anti-inflammatoire bien connu. On l'associe à du poivre noir pour qu'il soit bien absorbé, sinon il est très mal absorbé. Voilà. Le glutathion, par exemple, lui, il va être détruit par l'acidité de l'estomac. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de prendre des gélules de glutathion. Par contre, quand vous prenez tous ces produits sous forme liposomée, alors c'est quoi un liposome? Imaginez-vous que c'est une gouttelette de graisse dans laquelle vous avez mis votre principe actif. Et, qui plus est, cette gouttelette de graisse a la même composition que vos membranes cellulaires. C'est-à-dire que le produit liposomé, il permet de protéger le produit lors de son passage dans l'estomac, qui est très acide, comme tout le monde sait, et cette acidité détruit certains principes actifs. Avec le liposome, il est protégé. Ensuite, le produit arrive au niveau de l'intestin. Après, là, de nouveau, faut-il qu'il soit bien absorbé. Un liposome permet une très très bonne assimilation au niveau de l'intestin. Ensuite, le produit se retrouve dans le sang du patient, mais ce n'est pas tout d'être dans le sang, il faut surtout qu'il arrive dans les cellules qui en ont besoin. Voilà. Et donc, comme un liposome a la même structure que nos membranes de nos cellules, eh bien, ce liposome fusionne avec la membrane cellulaire et, si vous voulez, injecte son contenu directement dans la cellule. D'accord, c'est plus clair. Ouais. Alors, on parle de... dans les facteurs de risque, vous avez parlé d'avoir une bonne immunité. Justement, beaucoup de personnes, alors je me permets de vous poser des questions immédiatement sur le flux, comme ça on résout ces problématiques. Beaucoup de personnes présentent des pathologies auto-immunes. Est-ce que sont censément des personnes à risque? Et la continuité de cette question, c'est doivent-elles arrêter un éventuel traitement en cours parce qu'elles ont une pathologie auto-immune qui risque de favoriser l'arrivée du coronavirus? Alors, c'est une très très bonne question. C'est pas la mienne. Non, je suis content que vous me la posiez parce qu'on me l'a déjà posée quelques fois par email. Et donc, j'ai dit à beaucoup de gens, regardez le webinaire, je vais expliquer ça. Alors, effectivement, actuellement, on parle beaucoup de système immunitaire. Donc, il faut avoir un système immunitaire fort. Il faut booster son système immunitaire. Mais alors, les gens qui ont une pathologie auto-immune disent, oui, mais moi, booster mon système immunitaire, ça me détruit puisque mon système immunitaire me détruit. C'est ça la définition d'une maladie auto-immune. Et donc, par exemple, je vais prendre une plante qui est bien connue pour booster le système immunitaire, qui est l'Echinacea. Eh bien, l'Echinacea est contre-indiqué chez les gens qui ont une pathologie auto-immune. Par contre, il y a un produit qui m'est cher, et ceux qui me connaissent le savent bien, et ce produit, c'est le Moduplex, qui est en fait, comme son nom l'indique, un modulateur immunitaire, c'est-à-dire qu'il n'est ni stimulant ni freinateur, mais régulateur de l'immunité. En fait, pour faire simple, vous avez deux sortes d'immunité. Vous avez ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, c'est celle qui nous défend contre les bactéries, les virus et les cellules cancéreuses. Donc, on en a besoin de cette immunité cellulaire, surtout pour l'instant. Par contre, vous avez l'immunité humorale qui produit des anticorps. Et c'est ceux-là qui sont embêtants quand ils sont en excès, parce que ces anticorps s'attaquent à notre thyroïde, c'est l'Hashimoto, à nos gaines de myéline, c'est la sclérose en plaques, à nos articulations, c'est la polyarthrite, enfin voilà. Cet excès d'anticorps qui se retourne contre nous-mêmes, donc c'est un excès d'immunité humorale. Et le génie de ce moduplex, ce modulateur immunitaire, c'est qu'il permet de baisser l'excès d'immunité humorale, celle qui nous détruit, tout en relevant l'immunité cellulaire, celle qui nous protège, notamment contre les virus. Donc, un patient qui a une maladie auto-immune ne peut pas prendre d'Echinacea parce qu'il n'a pas le droit de stimuler tout son système immunitaire, et on ne fait pas la distinction entre humoral ou cellulaire. Par contre, avec le Moduplex, le modulateur immunitaire, il peut à la fois traiter sa pathologie auto-immune et à la fois se protéger contre virus, bactéries et cancers. Voilà. Je ne sais pas s'il était clair.
Voilà. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est Moduplex, c'est marqué juste au-dessus. Alors, effectivement, beaucoup de questions sur l'argent colloïdal. On est toujours en prévention, hein. On est toujours dans le cadre de la prévention. Est-ce que l'argent colloïdal a un intérêt? Alors, juste aussi, il y a d'autres questions qui sont arrivées sur des personnes qui ont des pathologies comme le diabète, mais équilibrées. Là, il n'y a pas forcément de choses à faire, si ce n'est avoir une bonne alimentation, de l'exercice, des vitamines B, etc. Il n'y a pas de. Non, parce que là, j'irais quand même plus loin que ça. La bonne alimentation, le sommeil, le soleil et tout ça, ça c'est pour monsieur et madame tout le monde qui sont en bonne santé et qui ne sont pas à risque. Une fois qu'on a plus de 60 ans ou qu'on a une pathologie chronique comme le diabète ou une autre, on est à classer dans les personnes à risque. Et donc là, je ferai plus que juste avoir une bonne alimentation et gérer son stress. Donc là, j'ai un protocole pour ces gens-là que je peux donner pour l'instant, si c'est le bon moment. Donc, on a parlé justement pour ces personnes à risque, notamment de la quercétine liposomée, qui est intéressant pour son effet antiviral et parce que c'est un protecteur pulmonaire. Et on parle beaucoup d'aromathérapie. Je vais y revenir, notamment pour monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon simple dans cette période un petit peu compliquée, et en hiver en général, avec le froid, etc., au niveau des huiles essentielles. Mais pour les personnes à risque, il faut passer à de l'aromathérapie hyper puissante. Et il y a un laboratoire qui fabrique des gélules d'huile essentielle, donc c'est encore beaucoup plus puissant que simplement les mettre sur ses poignets ou dans le cou ou la plante des pieds. C'est vraiment avaler des huiles essentielles, ce qui permet de faire rentrer des doses très très importantes. Et donc il y a peu de labos qui font ces gélules d'huile essentielle, et il y a deux produits que j'adore justement pour les personnes à risque. Le premier, il s'appelle le Phyto-BV. Et le Phyto-BV, c'est quoi en fait? Particulièrement, c'est un remarquable antiviral. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le tester à titre personnel quand j'avais une grippe. Vous prenez une grippe, vous prenez 4-6 gélules de Phyto-BV, en 48 heures, votre grippe, c'est fini, au lieu que ça dure une semaine. Donc, le Phyto-BV comprend, si je regarde bien la composition, pas mal d'huiles essentielles. Vous avez notamment là-dedans du gingembre, qui a une activité antivirale reconnue. Vous avez la cannelle de Ceylan, qui est actif à la fois contre les bactéries et contre la plupart des virus. Vous avez une huile essentielle très connue en pathologie infectieuse, c'est le clou de girofle. Le clou de girofle qui est antibactérien, mais qui est aussi antiviral, notamment contre le virus de la grippe et même celui de la grippe aviaire. Et vous avez dans cette composition, vous rajoutez le fameux Ravinsara, qui est l'huile essentielle antivirale par excellence de l'aromathérapie, et on termine par le tea tree, qui est à la fois antibactérien et antiviral. Donc là, vous avez une composition d'huile essentielle, mais extrêmement dosée, comme vous ne pouvez pas l'avoir en utilisant les huiles essentielles par voie externe, et vous l'avez donc en gélule, ce qui en fait un traitement naturel antiviral très, très puissant. Et vous avez son petit frère, donc Phyto-BV, l'antiviral. Le petit frère, c'est le Phyto-Libre. Alors, pourquoi j'utilise le Phyto-Libre? Parce qu'on sait justement que une des grandes problématiques avec le coronavirus, c'est les problèmes respiratoires. Et c'est d'ailleurs de ça que les gens meurent. Ils meurent de détresse respiratoire. Alors, dans le Phyto-Libre, vous avez aussi toute une association d'huiles essentielles qui vont un petit peu aider au niveau respiratoire. La première huile essentielle, c'est une huile qui est du curcuma, qui est extrait à la base avec de la racine de curcuma. Alors j'en profite parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont poser la question.
On a dit qu'on ne pouvait pas prendre des anti-inflammatoires. C'est le cas actuellement, plein de gens le disent. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre des anti-inflammatoires naturels comme du curcuma, par exemple, ou de la quercétine, qui a aussi un rôle anti-inflammatoire? Eh bien, oui, ça n'a rien à voir, les anti-inflammatoires de la médecine naturelle, avec les anti-inflammatoires chimiques, ce qu'on appelle les fameux AINS, ou voire même la cortisone, qui, eux, sont très mauvais pour notre système immunitaire, mais ce qui n'est pas le cas du curcuma. Voilà. Donc le curcuma, il est dans cette formule du phytolibre pour les poumons parce que c'est un remarquable antioxydant et il favorise aussi l'expectoration de mucus. Vous avez un autre produit qui est dans le phytolibre, aussi tiré d'une huile essentielle, c'est la myrte, qui est principalement un antitussif. Voilà, ce qui est intéressant. Vous avez le thym, tout le monde connaît les propriétés du thym au niveau anti-infectieux. Et vous avez la cannelle de Ceylan, qui a une action à la fois sur les bactéries et les virus. Et on termine par l'épinette noire, qui est un peu un espèce de cortisone-like, donc qui va désenflammer toute cette partie au niveau pulmonaire. Voilà, parce que quand on a le coronavirus, on risque des pneumonies et des atteintes sévères au niveau pulmonaire et grosse inflammation. Et souvent, quand on est trop loin, à ce moment-là, c'est trop tard, quoi. Donc, il faut intervenir avant. Donc, pour les personnes à risque, pour moi, il y a deux compléments nutritionnels à base d'huile essentielle très puissants. C'est le phyto-BV, l'antiviral, et le phytolite pour les poumons. Vous pouvez ajouter la quercétine liposomée dont j'ai déjà parlé et un autre produit qui s'appelle le Phycosense, qui est de la phycocyanine. Alors, beaucoup de gens connaissent ce produit, en tout cas par l'algue qui produit cette phycocyanine qui s'appelle la spiruline. Cette spiruline est une algue dont tout le monde vante plein de propriétés, mais qui finalement n'est pas très intéressante, sauf si vous allez faire de la médecine au Biafra, où vous allez requinquer tous les gens dénutris, les petits-enfants dénutris. Mais toutes les propriétés que l'on attribue à la spiruline, en fait, c'est pas la spiruline qui la donne, c'est le pigment que la spiruline fabrique et qui s'appelle la phycocyanine. Donc, c'est un pigment bleu, ça ressemble vraiment à l'alcool, curaçao bleu, là. Et ce pigment a plein de propriétés intéressantes, notamment au niveau immunitaire, au niveau inflammation. Voilà, donc c'est un produit très complet et qui est très intéressant à prendre chez des personnes à risque. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour du traitement qu'il faut donner si on est à risque, mais qu'on n'est pas malade. Je reviendrai après sur les gens qui sont malades. Donc, parce que c'est différent. On peut être à risque, mais c'est pas pour ça, parce qu'on est à risque qu'on est forcément malade. On n'a pas de fièvre, on n'a pas d'oppression respiratoire. Mais ce que j'ai donné là, c'est justement pour éviter d'arriver au stade maladie. Voilà. Alors, vous avez très justement évoqué le stress et on sait que la boucle du stress est extrêmement délétère, que dès lors qu'on est stressé, on fait descendre les défenses immunitaires par le cortisol, par toute l'usure, par le stress. Est-ce qu'il y a en prévention soit un traitement des compléments alimentaires, soit un traitement naturel, ou bien peut-être une gymnastique particulière pour pouvoir faire diminuer le stress? Oui, ben voilà, vous avez différentes méthodes pour baisser votre stress. Déjà, le fait de faire du sport, c'est un des bons moyens. Couper la télévision, couper la radio, prendre du plaisir, faire un bon jeu de société en famille, lire un bon bouquin. Ou alors, vous avez des techniques plus spécifiques, dont je parle entre autres dans le livre pour la santé augmentée, qui est une technique qui se base sur la cohérence cardiaque. Alors, c'est assez simple à réaliser. Il faut être assis, pas couché, assis, bien droit, les jambes décroisées,
Et on fait pendant 5 secondes une inspiration, suivie pendant 5 secondes d'une expiration, soit donc 6 respirations par minute. Alors, il existe des programmes sur Internet ou des applications que l'on peut mettre sur son téléphone portable. Vous regardez cohérence cardiaque, voilà. Et en fait, ces applications, parce que 5 secondes, c'est difficile comme ça à le matérialiser. Donc, ces applications vous rythment en fait votre exercice. Pendant 5 secondes, il vous dit inspirez, et puis pendant 5 secondes, expirez. Et puis, on fait ça pendant 5 minutes. Et ça a un effet particulier au niveau notamment du système neurovégétatif qui permet de se relaxer et de diminuer son stress. Cet exercice, vous pouvez le faire pendant 5 minutes, mais 3 fois par jour, c'est déjà très, très bien. C'est déjà une très bonne piste qui nous permet de faire ça. Alors, est-ce que là, je pense que nous avons fait le tour d'un certain nombre de questions. Alors, effectivement, le yoga, je regarde en même temps le yoga, le qigong, tout ça, c'est très bien. ce qui va participer à aucun problème. Alors, on commence à avoir des signes. Hein. On a parlé de monsieur et madame tout le monde, tout va bien, on est en pleine santé, on n'a pas envie de tomber malade, on applique les gestes barrières, on fait attention à ne pas sortir là où il y a du monde et on garde les distances, etc. Tout est bon. En revanche, je commence à avoir des signes. C'est-à-dire que je commence à être vraiment fatigué, à avoir un problème de respiration, avec un petit fébricule à 38,5. On commence à pas être bien. Comment peut-on faire pour éviter, là je ne parle pas de la situation un petit peu plus lourde, hein, mais je pense on va y arriver. Mais on commence à avoir des signes qui est un petit peu stressant parce qu'on a mal à la gorge, on a pas forcément les qui coulent, mais en tout cas on tousse, on a une petite fièvre, on est extrêmement fatigué et on sait que c'est parti pour 10-12 jours au lit. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ben, donc, comme je l'ai dit, vous pouvez allègrement y aller avec les gélules de phyto-BV au niveau huile essentielle, hein, pour justement avoir cette puissante action antivirale. S'il y a déjà une problématique un petit peu respiratoire, une problématique de toux, vous allez y ajouter le phytolibre, comme je l'ai expliqué. Vous pouvez bien travailler sur votre système immunitaire, notamment avec le Moduplex ou le Moducare, comme je vous l'ai aussi déjà expliqué. Et puis, vous avez encore 2 choses intéressantes à faire, notamment pour le système immunitaire. Vous pouvez prendre un produit très intéressant qui s'appelle l'Ecomer, qui contient ce qu'on appelle des alkylglycérols, qui est donc de l'huile de foie de requin des mers du Nord, du Groenland, là, et ces alkylglycérols sont extrêmement intéressants, notamment pour booster le système immunitaire. Tous les pêcheurs de cette région, de ces régions froides, Norvège, Groenland, tous ces gens-là, ben, consomment cette huile de foie de requin, notamment pendant l'hiver, pour leur éviter d'avoir trop de problématiques virales, entre autres. Donc, les commerces que vous pourrez trouver sur Internet très facilement, vous pouvez le prendre à dose de 2 capsules, alors 1 à 3 fois par jour. Par contre, si vous êtes déjà avec des symptômes de fièvre et de problèmes respiratoires, moi j'irais plutôt à 3 fois par jour. Et alors, enfin, pour terminer, vous avez la vitamine C liposomée, la vitamine C liposomale, donc, dont j'ai déjà expliqué l'intérêt des liposomes. Eh bien, la vitamine C liposomale, c'est que ça permet d'apporter aux gens des grandes doses de vitamine C, beaucoup plus importantes que de sucer ces petits bonbons d'acérola. La vitamine C liposomale non seulement permet de rentrer 2, 3, 4, 5 grammes de vitamine C, ce qui est déjà pas mal, et en plus sous forme liposomée, c'est-à-dire que cette vitamine C va au bon endroit dans les cellules qui en ont besoin, et notamment les cellules infectées. Voilà, donc ça c'est déjà un beau petit programme pour les personnes qui ont ces premiers symptômes. Alors, oui, alors
Alors, est-ce que les huiles essentielles et asthme sont incompatibles? Il faut parfois faire attention, mais dans les huiles essentielles qu'on va préconiser, donc je ne parle pas des gélules, mais les simples huiles essentielles que vous pouvez trouver dans le commerce, ben, à notre époque, enfin l'époque que l'on vit avec cette problématique du virus, on n'a pas 40 000 à prendre, il y en a que quelques-unes. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs cet après-midi de parler avec mon grand ami, le docteur Jean-Pierre Willem, qui était chez moi en Belgique. Et voilà, bon, vous savez qu'il est un des grands spécialistes des huiles essentielles, et je lui ai demandé son avis. Qu'est-ce que tu utiliserais pour le coronavirus? Pareil, il dit en un, l'huile essentielle de Ravinsara, hein, qui est l'antiviral. Il y a aussi le laurier noble, qui est intéressant, Laurus nobilis. L'huile essentielle de Niaouli, le Melaleuca quinquenervia. Et alors, lui aime beaucoup aussi, effectivement, 2 eucalyptus, et qui ont chacun leur rôle. Vous avez l'eucalyptus radiata, qui est, comme le Ravinsara, vraiment un antiviral. Donc, c'est une très bonne combinaison, Ravinsara et Eucalyptus radiata. Et puis, vous avez l'autre eucalyptus, pas les confondre, qui est l'Eucalyptus globulus, que lui, on va donner pour la partie plutôt pulmonaire. Voilà, donc je pense qu'avec ça, il y a déjà moyen de faire, quoi. Il est recommandé parfois de mettre quelques gouttes de Ravinsar sur le poignet, Voilà. de régulièrement respirer. Voilà. Et ça marche bien? Ça marche bien, et vous pouvez aussi le diffuser. Moi, par exemple, dans mon cabinet médical, dans mon centre médical actuellement, comme je reçois quand même beaucoup de malades avec des pathologies chroniques qui viennent entre autres pour l'ozonothérapie, donc ces gens-là, ils ont des choses lourdes en général, eh bien, je diffuse en permanence du Ravinsara. Et voilà, donc tous les gens qui viennent se faire soigner chez moi, ils sont obligés de respirer du Ravinsara. Alors, est-ce que je peux me permettre de revenir sur quelque chose d'important? C'est quels sont les médicaments qu'on doit bannir quand on a des manifestations? Alors ça c'est très important parce que on vient de parler de beaucoup de choses que l'on pouvait faire, mais c'est peut-être bien dire un mot des choses à ne surtout pas faire. Voilà. Alors bon, ben ça, j'imagine que les gens le savent déjà parce que ça a été donné dans la presse. En cas de fièvre, surtout ne pas prendre des médicaments anti-inflammatoires, ibuprofène, diclofénac, enfin tous ces anti-inflammatoires, même l'aspirine, qui est un anti-inflammatoire, et forcément pas de cortisone, qui est le roi ou la reine des anti-inflammatoires, parce que ces produits dépriment le système immunitaire. Voilà. Donc, pas d'anti-inflammatoires pour faire baisser la fièvre. Mais alors, si je me souviens bien, je pense qu'il y a en France un ministre qui a dit, mais dans ce cas-là, prenez du paracétamol. Très, très, très mauvaise idée de prendre du paracétamol parce que le paracétamol, entre autres, épuise vos réserves de glutathion. Or, le glutathion, comme beaucoup de monde le sait, c'est le roi des antioxydants. Et donc, il est entre autres utilisé par notre système respiratoire pour protéger ces cellules saines contre les dégâts inflammatoires. Donc, prendre du paracétamol est vraiment une très bonne idée. Une très mauvaise idée, pardon. Très mauvaise. Très mauvaise idée. Par contre, de façon plus générale, faire baisser la fièvre est en soi une très mauvaise idée. Parce que la fièvre, c'est quelque chose d'utile. Notre corps, il ne fait rien pour rien. Quand on a une bonne grippe ou un coronavirus ou peu importe l'infection et qui nous fait monter notre température, bien, il y a une raison. Il y a même 2 raisons. La première, c'est que les virus ne résistent pas bien à une haute température. Voilà. Donc, c'est un des moyens qu'a notre corps de combattre le virus, c'est de hausser sa température. Donc après, si vous plongez sur du paracétamol,
vous remettez votre température à un niveau normal, mais vous contrecarrez une réaction qu'avait prévue votre corps pour combattre le virus. Et deuxième chose à savoir, c'est qu'à haute température, notre système immunitaire fonctionne mieux. Voilà les deux raisons principales pour lesquelles il ne faut pas faire baisser la fièvre. Alors on me dit toujours, notamment les mamans, parfois avec des enfants, oui, mais quand il a 41, on risque des convulsions hyperthermiques. À ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas donner du paracétamol ou de l'aspirine? Eh bien, si la fièvre va vraiment trop haut et que vous êtes inquiet pour notamment ce problème des convulsions hyperthermiques, eh bien, un des moyens simples et naturels, c'est de prendre un bain. Et si vous avez 40 ou 41 de fièvre, eh bien, vous prenez un bain à 38 et vous allez faire baisser votre température. Oui, mais justement, est-ce que le corona, de votre expérience, est-ce que le coronavirus donne des températures aussi élevées? Ah ben moi j'ai quand même entendu des gens qui montaient à 39, 39 et demi. Voilà. Alors effectivement, c'est parfois piégeant parce que chez certaines personnes, ce n'est qu'un petit fébricule, comme on appelle ça. Mais il y a des gens qui montent parfois à des températures élevées. Donc quand vous avez 37,5, 38, ben, c'est pas la peine de prendre quelque chose pour faire baisser la fièvre parce qu'elle vous embête pas trop. Par contre, si vous êtes à 39, 40, respectez cette fièvre, c'est votre corps qui se défend et qui combat le virus. Alors, évidemment, il y a un florilège de questions là qui arrive. Hammam, sauna, bain chaud, ambiance chaude, boire chaud. Est-ce que tout ça, ce sont des éléments qui sont utiles? Oui, le bain chaud, je l'ai dit, il est intéressant pour autant que le bain soit un peu inférieur à la température de votre corps. Le sauna est peut-être pas utile pour faire baisser la fièvre, mais par contre, le sauna est utile pour les gens qui n'ont pas de fièvre, qui ont la chance d'en avoir un ou qui peuvent aller en faire un. Pour l'instant, c'est parfois difficile, mais il y a certaines personnes qui ont un sauna chez eux. Le sauna, c'est une des plus belles manières actuellement de détoxifier, de se désintoxiquer. Donc oui, je suis pour le sauna, mais peut-être pas comme moyen pour faire baisser la fièvre. On s'entend. Alors, comme le virus est connu pour arriver par les voies nasales, il nous est posé comme question, et je vous la pose directement, est-ce que les inhalations sont intéressantes? Et si oui, avec quelle huile essentielle à mettre dedans? Ben, moi, j'utiliserais en diffusion plutôt qu'en inhalation, mais en diffusion, le Ravinsara. D'accord. Le Ravinsara, oui. Et en plus, c'est parce que bon, les inhalations, c'est parfois certaines personnes ont un peu du mal, mais le Ravinsara en diffusion, ça fonctionne très bien. Ce n'est pas irritant et c'est le roi des antiviraux, des huiles essentielles. Donc moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Voilà. Oui, bah, comme le virus c'est un petit peu logique, comme le virus est sensible à la chaleur et qui passe par le nez, on se dit si on met de la chaleur dans le nez, est-ce que ça va le tuer? Enfin, en tout cas, l'altérer. Le tuer, peut-être pas, parce que bon, vous n'arriverez pas à mettre dans votre nez une température suffisante que pour tuer le virus. Donc, non, ça, c'est pas une piste que je privilégierais. Voilà. Alors, maintenant que nous avons une personne, nous sommes maintenant avec. Ah oui, pardon, les nettoyages de nez, c'est ce que je voulais dire aussi. Est-ce que les nettoyages de nez sont utiles? Alors, soit avec le spray, soit avec le Lota, soit avec d'autres façons. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire cela? Alors oui, il y a un intérêt à faire ça, mais encore avec une toute autre méthode. Et que ça, vous pouvez faire même en France. Je vais de nouveau vous parler d'ozone. Hein. Pourquoi de nous? Il existe des appareils Oui. que vous trouvez sur Amazon notamment. Vous avez aussi un très bon appareil qui est sur le site francophone des produits de Hulda Clark qui vend un appareil pour faire de l'eau ozonée. Alors, comme j'en parlerai tout à l'heure des traitements à l'ozone, mais l'eau ozonée, ben, vous avez là un puissant
un puissant désinfectant avec l'ozone. L'ozone tue tout, bactéries, virus, voilà. Et donc, vous pouvez fabriquer de l'eau ozonée et utiliser cette eau ozonée pour faire une irrigation ou un rinçage des fosses nasales. J'ai d'ailleurs eu de très bons résultats chez des gens qui avaient des sinusites chroniques épouvantables et qui ne s'en sortaient pas, même avec des antibiotiques, et qui, en utilisant cette poire spéciale pour faire le rinçage des fosses nasales, en sont arrivés à bout. Donc ça, un appareil pour faire de l'eau ozonée, je dirais que vous trouvez ça pour 80 à 200 euros pour les plus sophistiqués, et ça vous permet de bien vous nettoyer au niveau des fosses nasales, des sinus, et accessoirement aussi, quand vous avez cet appareil, vous pouvez nettoyer vos fruits et vos légumes. Voilà. Alors, l'idéal, c'est d'acheter des fruits et des légumes bio, mais si vous avez parfois des légumes ou des fruits qui ne sont pas bio, le fait de les nettoyer à l'eau ozonée, vous enlevez, on va dire, le plus gros de toutes les saloperies qu'il peut y avoir sur vos aliments. Alors justement, bio ou pas bio, de toute manière, comme apparemment, d'après certaines recommandations, quand on prend un fruit chez le marchand et qu'il lui est lui-même éventuellement porteur sain ou contaminé, il faudrait nettoyer donc les fruits. Vous êtes d'accord avec cela? C'est une précaution supplémentaire. Donc, voilà. Donc, si effectivement les gens achètent un appareil pour ozoniser l'eau, ben voilà, une utilisation en dehors de se nettoyer les fosses nasales qu'on ne va pas faire toute l'année, on peut l'utiliser pour nettoyer ses fruits, ses légumes. D'accord. Alors, énormément de questions sur l'argent colloïdal. Alors, l'argent colloïdal, je n'ai pas une grande expérience. Donc, je préfère, quand je ne connais pas bien, de ne pas m'avancer. Pour moi, je sais qu'on a des résultats, notamment dans des choses plutôt bactériennes. Au niveau viral, je serais plus réservé et mitigé, mais je suis ouvert à tout. Hein. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise ou que j'utiliserai en priorité à ce stade-ci. D'accord. Ok. Alors, si vous voulez bien, on avance un petit peu. Donc, sur les nettoyages nasaux, il n'y a pas de problème. Oui, bah oui, on imagine bien que le Ravensara doit être en rupture de stock actuellement. Et on a pu trouver, oui. Ouais, bah oui. Est-ce qu'on doit boire, est-ce qu'on peut boire l'eau ozonée? Oui, très très bien. On peut boire l'eau ozonée, mais sans excès. Donc, si vous avez un appareil à ozoner, vous nettoyez vos fruits et légumes, vous nettoyez votre nez et vous pouvez aussi boire cette eau ozonée, mais de façon raisonnable. Je dirais 3 verres d'eau par jour. Alors, l'intérêt de boire cette eau ozonée, c'est que ça va particulièrement nettoyer votre système digestif. Donc, tous les gens qui ont des problèmes d'estomac, d'ulcères, avec ce fameux Helicobacter pylori, qui est cette bactérie qui est responsable de la plupart des ulcères gastriques, ou si vous avez une flore qui n'est pas au top ou une flore avec des champignons, une candidose, eh bien c'est intéressant de boire de l'eau ozonée, effectivement. Le bol d'air de Jacquier. Alors, le bol d'air Jacquier, oui, mais c'est un appareil qui va être surtout intéressant pour les gens qui ont des problématiques pulmonaires et cardiaques. Bon, c'est déjà un appareil assez cher. Alors, il y a certains thérapeutes qui l'ont en cabinet ou il y a certaines personnes qui l'achètent. Alors, avant de dire à un patient d'acheter un bol d'air Jacquier, je serais quand même prudent. Par contre, quelqu'un qui est insuffisant cardiaque ou insuffisant respiratoire, alors là, pas de problème, c'est une bonne idée d'avoir un bol d'air Jacquier à la maison et de l'utiliser, forcément. Mais dans le bol d'air Jacquier, vous n'allez pas avoir les huiles essentielles spécialement antivirales. C'est l'essence de térébenthine qui va donner cette super oxygénation, qui va donc vous permettre de mieux respirer, donc d'améliorer votre fonction pulmonaire et forcément aussi votre fonction cardiaque, mais il n'y a pas vraiment une action
antiviral avec le bol d'air jacquier. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de renforcer son immunité. On sait que l'immunité provient en grande partie du système digestif. La pertinence de prendre des probiotiques ou votre façon à vous de renforcer le système immunitaire d'origine digestive. Donc, effectivement, avoir une bonne flore intestinale est très important justement dans ce qu'on cherche à faire, c'est avoir un bon système immunitaire. Donc, dans ce cas-là, pour avoir une bonne flore, ben, vous avez plusieurs choses à faire. Alors, une chose évidente, c'est éventuellement prendre des probiotiques, voilà, qui sont des compléments nutritionnels qui sont faits pour restaurer la flore intestinale. Mais bon, vous avez aussi des choses plus simples. Vous pouvez manger ce qu'on appelle des légumes fermentés. Alors là, les gens intéressés, vous allez voir sur Internet comment on peut fermenter des légumes. En gros, il faut faire une espèce de saumure, hein, de l'eau avec du sel et puis avoir des pots particuliers qui se vendent pour faire ces légumes fermentés. Alors, ces légumes fermentés sont excellents justement pour avoir une bonne flore intestinale. Vous pouvez aussi privilégier les graines germées. Les graines germées sont très intéressantes, que ce soit les germes de blé ou les germes de brocoli qui sont riches en sulforaphane, bon, qui est une substance aussi très intéressante, notamment pour contrer toutes les doses d'hormones que nous recevons, que ce soit par la pilule, les pesticides, des choses comme ça. Donc, très intéressant, les graines germées, ou alors simplement faire une cure de probiotiques. On en arrive au traitement Alors, quel type de probiotiques on vous demande? Je rebondis là-dessus rapidement. Ben de nouveau, moi j'aime bien les gens qui font des probiotiques un petit peu variés. Dans le cadre ici de la problématique ORL, pulmonaire, etc., ce qui est intéressant, particulièrement, c'est le lactobacillus, qu'en pratique, vous trouvez dans toute bonne formule de probiotiques. Encore une fois. Alors, on parle du traitement, si vous voulez bien, maintenant, des personnes qui sont un petit peu plus qu'atteintes. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question, que pensez-vous de la chloroquine tout de suite? Comme ça, Alors, l'hydroxychloroquine est intéressante. Je pense que elle a fait ses preuves. Donc, c'est pas un traitement naturel, hein, il faut le savoir. C'est pas un traitement unique. Et je pense que on fait un procès que je trouve un peu scandaleux à peu cher Didier Raoul, qui a quand même d'abord qui n'est pas un imbécile, hein, qui connaît bien son sujet au niveau des maladies infectieuses et qui a montré qu'à 600 mg par jour de chloroquine, on avait une réduction, voire une disparition de la charge virale. Mais ce qu'il faut faire, et ce qui n'est pas fait pour l'instant, c'est que cette chloroquine, il ne faut pas attendre d'être aux soins intensifs sous respirateur et à la veille de sa mort pour commencer à la prendre. C'est un traitement qu'il faut faire beaucoup plus tôt. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, il est intéressant parce que c'est un traitement, bien qu'il soit allopathique chimique, qui est intéressant pour faire disparaître ou diminuer la charge virale, ce qui est une bonne idée. Voilà. Donc, oui à la chloroquine, en rappelant quand même qu'il y a des effets secondaires importants, donc il ne faut surtout pas surdoser. Hein, on a des effets, des troubles digestifs, mais ce qui est le plus embêtant avec la chloroquine, si on surdose, c'est que vous allez avoir des arythmies cardiaques, hein, qui peuvent quand même être sérieuses. Vous allez avoir des réactions allergiques, des troubles de la vue, enfin beaucoup de choses. Il y a pas mal d'effets secondaires à la chloroquine, donc il est important de bien respecter les doses et pas, comme on est dans un sentiment de panique, se ruer sur une boîte de chloroquine et avaler la moitié de la boîte parce qu'on a 39 de fièvre, quoi, hein. Donc, pas faire de bêtises avec la chloroquine. Alors, est-ce qu'elle peut être
À quel moment doit-on la prendre alors? Donc c'est pas en prévention, c'est quand les premiers signes, c'est quand on a de la fièvre, c'est évidemment vous l'avez expliqué, c'est évidemment quand on est à l'hôpital, de toute manière l'hôpital décide, mais Voilà. voilà. C'est quand d'abord c'est sur prescription et pas d'automédication. Effectivement, c'est sur prescription. Alors, la réponse à votre question, idéalement, quand doit-on prendre la chloroquine? Ben, quand on a des symptômes et qu'on est positif au coronavirus. Le problème, c'est que actuellement, on fait beaucoup de choses, on confine les gens, on fait plein de trucs, mais on fait très peu de tests. Hein. Donc, ça, c'est aussi une des problématiques dans nos pays, que ce soit la Belgique, la France. C'est donc, on marche un peu à l'aveugle parce que, comme je l'ai dit en début de webinaire, il y a d'autres problématiques virales que le coronavirus. Hein. Il y a la bête grippe saisonnière, elle existe toujours, hein, qui donne à peu près le même type de symptômes. Donc, oui à la chloroquine si on est malade, et d'autant plus si on a fait un test qui est positif pour le coronavirus. Mmh. Mais est-ce que les tests sont fiables? Parce qu'on entend parler beaucoup de faux positifs, de 70% de cas où le résultat est trompeur. Et je pense que si on fait un test comme un test PCR où donc on étudie le patrimoine génétique, Mmh. ça c'est un test fiable. C'est exactement le même problème qu'on a avec la maladie de Lyme et la borréliose. Il y a des tests qui sont pas du tout fiables et les Français sont bien placés pour le savoir. Ah oui. Par contre, il y a des tests, notamment le test PCR, qui lui, je vais pas dire ne se trompe jamais parce que en médecine l'absolu n'existe pas, mais voilà, ils sont quand même fiables. Oui. Alors, beaucoup de questions, puisque c'est de la nivaquine, hein, que c'est un antipaluédéen. La question qui est posée, évidemment, et qui se pose et que je vous pose directement, est-ce que l'artémisia peut remplacer efficacement la chloroquine? Alors, j'ai été revoir les propriétés de l'artémisia et c'était d'ailleurs un de mes sujets de conversation cet après-midi avec Jean-Pierre Willem qui connaît bien l'artémisia pour l'avoir utilisé en Afrique. Euh, pour lui et pour moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. L'artémisia est plus un anticancéreux qu'un antiviral. Voilà. Donc, je ne l'utiliserai pas dans ce cadre-là, même si le raccourci était facile de dire, ben, puisque l'hydroxychloroquine semble fonctionner, pourquoi ne pas essayer l'artémisia? J'ai pas encore vu d'études non plus sur l'artémisia, mais dans toute la littérature, on le présente beaucoup plus ou pratiquement exclusivement comme un anti-cancéreux et bien sûr un anti-malarique, hein, Oui, c'est ça. ça. Mais ses propriétés antivirales, on va dire, ne me sautent pas aux yeux. Voilà. D'accord. Vous n'êtes pas aussi catégorique que cela. Voilà. Alors, quel serait votre protocole ou votre approche naturelle, évidemment, en cas d'atteinte un petit peu plus marquée? Voilà. Donc, quelqu'un qui est vraiment malade, qui a le coronavirus, qu'est-ce Ah, pardon. Excusez-moi, docteur Schmitt. oui. S'entend. Comme on n'a pas beaucoup accès aux tests, on va se fier juste aux éléments cliniques, aux symptômes. Hein. On n'est pas obligé de dire qu'il faut faire un test pour prendre le traitement naturel que vous préconisez. S'entend? Nous sommes d'accord? Oui, maintenant, effectivement, sans un test, c'est difficile de savoir s'il faut frapper fort ou on peut rester dans des choses plus simples. D'accord. Donc, moi, quelqu'un, en tout cas, qui aurait de la fièvre et une problématique respiratoire relativement importante, je ne prendrai pas de risque. Ouais. Je ferai une thérapie forte. Alors, dans les thérapies fortes qui marchent contre le coronavirus, et je l'avais annoncé,
dans ma lettre, que ce soir dans le webinaire, je donnerai des choses qui fonctionnent pour combattre le coronavirus. Malheureusement, c'est pas des choses qui sont facilement réalisables et malheureusement surtout en France. Alors, il y a différentes pistes. Vous avez quelque chose dont j'ai déjà parlé et que j'utilise tous les jours, c'est l'ozonothérapie à haute dose. Hein. Donc là, c'est pas boire de l'eau ozonée, c'est vraiment prendre les gens pendant 1 heure, leur traiter 2 litres de leur sang qu'on prélève par portion de 200 millilitres. Hein, on n'enlève pas 2 litres en un coup. Par 200 millilitres qu'on ozonise, on remet et on fait ça 10 fois de suite. Donc en 1 heure de temps, on a traité 2 litres de sang, ce qui représente à peu près la moitié du volume sanguin d'une personne avec de l'ozone. Comme je vous l'ai déjà dit, l'ozone est un puissant désinfectant. Ça ne date pas d'hier, hein, les propriétés de l'ozone. Déjà, dans la Première Guerre mondiale, on désinfectait les plaies avec de l'ozone. Voilà. Sauf que cette nouvelle technique d'ozonothérapie à haute dose démultiplie encore les résultats, et notamment en pathologie infectieuse. On a vraiment des résultats que l'on n'a pas, même pas avec des antibiotiques ou des produits pareils. Voilà. Donc, malheureusement, l'ozonothérapie est très répandue en Allemagne. Ça, vous n'aurez aucun mal à trouver un thérapeute qui fait de l'ozonothérapie en Allemagne. En Hollande, vous en trouverez quelques-uns dans les pays de l'Est, aux États-Unis. Malheureusement, en Belgique et en France, je suis le seul à faire de l'ozone à haute dose. Voilà, donc, mais bon, quelqu'un qui aurait un gros problème peut me contacter pour faire une séance d'ozone, pourtant qu'il y ait de la place, parce que je vous avoue que je suis quand même surchargé. Je voudrais aussi qu'on montre, parce que bien sûr, les médecins, hein, l'ozone pour eux, c'est de la science-fiction, mais je suis quand même pas le seul au monde à parler de la thérapie à l'ozone. Il y a une publication qui s'est faite aux États-Unis par le docteur Rowan, qui fait exactement la même technique de traitement à l'ozone et qui a publié dans un journal scientifique américain. Et je crois qu'on peut passer à l'écran le. Je vais le faire tout de suite. Là. Pardonnez-moi la manœuvre quelques instants. Oui, non, pas de problème. Voilà. Quelques instants. Voilà. Voilà, donc vous voyez, publié dans le Journal Infectious Disease and Epidemiology, ben, rien que le titre, hein, Plausible Penny Costing Effective Treatment for Coronavirus, Ozone Therapy. Voilà, et en plus, c'est pas cher, c'est un traitement pas cher, tout est relatif, mais voilà, par rapport à des choses beaucoup plus sophistiquées, l'ozone est un moyen vraiment efficace pour traiter le coronavirus. Là, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est une publication qui s'est faite aux États-Unis par le docteur Rowan. Voilà. Voilà. Et tant qu'on est dans les petites manœuvres, on peut peut-être présenter le témoignage. Le témoignage, d'accord. Le témoignage d'une. J'arrête le partage quelques instants et voilà. je reviens. Hop. Et je reviens sur la. Vous voulez un témoignage Voilà. Je vous lance le témoignage. Vous le voyez? Non, pas encore. Attendez, parce que je ne sais pas. Hop. J'essaie de vous lancer la vidéo. Hop, voilà. Play vidéo. Voilà. Voilà. Là, voilà. J'ai pu constater, alors mon mari a été malade pendant 11 pardonnez-moi. au lit. Voilà. Il toussait et il a été malade pendant 11 jours au lit. Il y a un petit plantage. Il toussait énormément, il n'avait pas de vitalité, il n'arrivait pas à se lever. Et le soir, il n'arrivait pas à dormir à cause de la toux et des difficultés à respirer. Et après le 11e jour malade,
je l'ai proposé de faire une séance d'ozonothérapie et ce que j'ai pu constater, c'est que immédiatement il a eu une meilleure mine, l'esprit plus clair, plus de vitalité, sa toux a diminué énormément. Il m'a raconté que sa caisse thoracique était beaucoup plus dégagée, donc il respirait mieux et la spectoration était beaucoup plus claire. Donc c'était vraiment très visible le gain de vitalité et la récupération après la séance d'ozonothérapie. Merci beaucoup. Voilà, donc, ça revient, le son? Oui. Voilà. Voilà. Je vous remets en grand. Voilà. Donc, voilà, l'ozonothérapie reste une très bonne solution pour traiter toutes les maladies infectieuses et notamment les maladies virales, y compris le sida. Hein, on a des résultats dans le sida avec l'ozonothérapie, on arrive à négativer les charges virales, donc c'est intéressant. Voilà une première solution pour les gens vraiment malades. Deuxième solution, et de nouveau, malheureusement, les Français vont pas être gâtés, mais je suis obligé d'en parler parce que ça se fait quand même dans le monde. C'est les perfusions de vitamine C à haute dose, donc perfusion intraveineuse de vitamine C. Alors là, on n'est plus dans la vitamine C liposomée où on prend 2, 3, 4 grammes de vitamine C liposomée. On parle de perfusion intraveineuse de 50 grammes de vitamine C. Voilà. Donc, pour la médecine française, c'est de la science-fiction. Pour la médecine belge, à peu près aussi. Par contre, les Chinois ont utilisé les perfusions de vitamine C pour venir à bout, ce qui semblait être le cas de leur épidémie. En tout cas, ils voient le bout du tunnel. Alors, je me suis rendu compte aussi, parce que cette vitamine C à haute dose, injectable, vous ne savez la trouver ni en France, ni en Belgique. Vous êtes obligé de la commander en Allemagne. Et donc, j'ai beaucoup de patients qui viennent faire des perfusions de vitamine C chez moi, pas spécialement pour le coronavirus, mais pour le cancer, par exemple, le Lyme ou d'autres choses. Eh bien, je me suis retrouvé en rupture de stock de vitamine C parce qu'on ne savait plus en avoir en Allemagne. Alors, heureusement, là maintenant, depuis 48 heures, j'ai de nouveau reçu de la vitamine C, mais je suis resté pendant 3 semaines sans vitamine C parce que en Allemagne, ça se trouvait plus. Pourquoi? Ben parce qu'ils l'utilisent. Donc, perfusion de vitamine C haute dose est quelque chose de très très intéressant dans le cadre d'un traitement contre le coronavirus. Donc, voilà, vous avez déjà 2 pistes, ozone, perfusion de vitamine C. Troisième piste, ben, il vous reste quand même aussi l'hydroxychloroquine avec les réserves et faire gaffe à ne pas surdoser, comme je l'ai dit. Et je vais terminer par un traitement antiviral naturel dont personne ne parle, qui est en train d'être finalisé grâce aux travaux de différents chercheurs. Et donc, je voudrais rendre ici hommage à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est le docteur Tadej Nawrocki. Et je vais vous montrer un PowerPoint, un slide, pour vous tenter de vous expliquer quelque chose qui n'est pas simple. Donc, si on peut avoir le slide à l'écran. Je le fais. Encore une petite manœuvre, quelques instants. Impeccable. Voilà. Pardonnez-moi une seconde. Je fais ça. Hop. On va passer en mode présentateur. Oui. Voilà. J'essaie de la voir. Voilà. La slide suivante. Ouais. Voilà. Impeccable. Donc, on commence par ce qu'il y a tout en bas. Mais le coronavirus, il faut savoir que c'est un virus à ARN. Donc, il y a des virus à ADN, dont le patrimoine génétique, c'est comme nous de l'ADN, et il y a des virus qui n'ont que l'ARN.
bon, je ne vais pas vous faire un cours de génétique, hein, pour ceux qui savent la différence ADN ou ARN. OK, ils me comprennent. Et donc, comme c'est un virus à ARN, ce virus, il va nous coloniser, nous infecter, et particulièrement, voilà, il va essayer de coloniser notre ADN, notre patrimoine génétique à nous. Et pour ce faire, les virus à ARN possèdent une enzyme spéciale qu'on appelle la transcriptase inverse, bien connue d'ailleurs chez les sidéens, on en a beaucoup parlé de cette transcriptase inverse, qui va en fait synthétiser l'ADN à partir de l'ARN du virus. Et donc, cet ADN viral va pouvoir donc être fabriquer tous des nouveaux petits virus, donc se multiplier, en utilisant donc notre propre ADN. Mais pour ce faire, cette attaque au niveau de notre ADN se fait au niveau des cassures existantes dans l'ADN du malade. Donc, vous voyez ici, voilà, la double hélice, le brin d'ADN, qui à un endroit est cassé et distendu, et c'est là que va se faire l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement et surtout comme traitement de cette connaissance? Eh bien, on peut cliquer et apparaître le premier remède, qui est un remède dont on a déjà parlé en médecine naturelle, qui est le Pao Pereira. Pourquoi le Pao Pereira? Parce que le Pao Pereira est un inhibiteur de cette enzyme transcriptase inverse. Voilà, donc c'est intéressant. Ensuite, le clic suivant, on a un deuxième produit intéressant, c'est la robazine. Alors, la robazine est intéressante parce que pour que cette transcriptase inverse fonctionne bien, il faut du fer. Et donc, le fer favorise l'action de cette transcriptase inverse. Donc, il faut essayer de limiter ou de diminuer le fer. Et donc, pour ça, on utilise ce qu'on appelle un chélateur du fer, qui est la robazine. Enfin, troisième clic, vous voyez, je vous expliquais que l'attaque du virus se faisait au niveau où l'ADN était distendu. Eh bien, il y a moyen, par ce qu'on appelle une molécule verrou, de refermer l'ADN, permettre aux enzymes de venir réparer ces dislocations dans l'ADN. Et cette molécule, il fait office de verrou, s'appelle l'alstonine. Alors, ces trois produits, donc le Pao Pereira, il est déjà connu, et les deux autres sont intéressants aussi, et on est en train de travailler pour faire un remède spécifique contre les virus à ARN dont fait partie le coronavirus, et ce serait donc un traitement entièrement naturel et qui bloque les différentes étapes de la synthèse de nouveaux virus, comme je l'ai expliqué avec ce schéma. J'espère que c'était clair, peut-être pas pour tout le monde, parce que c'est des notions un petit peu techniques. Voilà, ce traitement est en train d'être mis au point. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous donner les références ou les coordonnées, mais tous les gens qui me suivent, entre autres, dans ma lettre verte, je promets, dès que c'est prêt, d'y revenir. Voilà. Alors oui, donc a priori, tout le monde doit pouvoir accéder à un certain moment à ce genre de traitement. Mais le Pao Pereira, c'est accessible. Normalement, les traitements de Beljanski sont assez accessibles, non? Voilà, le Pao Pereira, vous pouvez déjà le trouver, mais il faut faire attention à la qualité du Pao Pereira, parce qu'il y a un petit peu des dérives qui ont été faites avec les traitements de Beljanski. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les raisons, mais bon, ça reste plus privé. Mais donc, oui, ça se trouve du Pao Pereira, mais le traitement ne sera complet que si on l'associe avec la robazine et avec l'alstonine. Voilà. Mais donc, si des gens veulent déjà prendre du Pao Pereira, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Hein. Alors, après, on vous demande
on revient là-dessus. Donc en France, pas de d'ozonothérapie, pas de perfusion de vitamine C, pas d'hydroxychloroquine, donc rien. C'est Ghislain qui nous dit ça. Oui, effectivement, en France, au niveau santé, vous êtes très mal loti. En Belgique, on est un tout petit peu mieux loti. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui se fait, entre autres en Allemagne, qui n'est pas très loin, ces gens-là, pour eux, la vitamine C à haute dose, c'est quelque chose de tout à fait normal. Hein. Vous avez ça pratiquement à tous les coins de rue. Hein. Tout médecin un petit peu intelligent en Allemagne fait des pertes de vitamine C. C'est quand même extraordinaire ce décalage. Et effectivement, les statistiques le prouvent parce que sauf erreur de ma part, mais la quantité d'infectés et de décès est bien plus faible en Allemagne qu'en Italie ou en France. Oui. Vous pensez que ça procède de ce raisonnement-là? Oui, je pense que bon, d'abord les Allemands sont très très médecine naturelle, hein, donc c'est toutes les solutions naturelles, que ce soit les huiles essentielles ou les compléments d'huiles essentielles hautement dosés ou la vitamine C liposomée, tous ces traitements sont parfaitement utilisés en Allemagne. Les Chinois aussi, d'ailleurs, sont très branchés médecine naturelle, alors que dans nos pays, la Belgique, la France, ça relève plutôt de la science-fiction. Donc, voilà. Oui, ça, c'est quelque peu frustrant tout cela. Hein, mais alors, pour être plus concret, enfin pas plus concret, mais plus avoir des outils à notre disposition, je vais vous poser un certain nombre de questions que nos internautes, évidemment, vous posent. C'est la propolis. Est-ce qu'elle est efficace ou pas? La propolis, je réserve ma réponse. D'abord, je ne l'ai pas testé parce que pour moi, je manipule des antiviraux qui sont supérieurs à l'action de la propolis. Bon, ça ne fait pas de tort, hein, ça on est bien d'accord. Donc ceux qui veulent prendre de la propolis, c'est reconnu comme étant un anti-infectieux assez large spectre. Maintenant, est-ce que de ce fait-là, ça en fait un puissant antiviral? Là, je serais plus mitigé. Mais on peut en prendre sans problème. Chlorure de magnésium, vous demande Martine. Oui, le chlorure de magnésium, comme l'argent colloïdal, comme le MMS, fait partie de tous ces traitements anti-infectieux qui ont un sens, qui donnent des résultats. De nouveau, le chlorure de magnésium, je ne l'ai pas particulièrement testé parce que, de nouveau, j'ai d'autres choses qui marchent et qui marchent de façon très efficace. Et je vous les ai à peu près toutes citées. Donc, et je ne parle pas nécessairement que de l'ozone. Hein, je veux dire, les huiles essentielles à haute dose, booster son système immunitaire avec le moduplex ou avec de l'écomère, prendre de la vitamine C liposomée, de la quercétine liposomée, tout ça, c'est des choses merveilleuses et qui sont très, très efficaces. L'astragale. L'astragale, oui, pareil, c'est aussi connu comme un traitement anti-infectieux, mais de nouveau, au niveau antiviral, c'est peut-être pas ce que j'utiliserais en premier lieu. Oui, mais aucune nocivité, hein, donc ceux qui... Le souci, c'est que effectivement, vous utilisez l'ozonothérapie, des traitements qui sont pas forcément accessibles pour le moment, hein, et donc il nous faut quelques solutions. Par exemple, le plasma de Quinton. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut apporter? Le plasma de Quinton est intéressant en général pour améliorer la vitalité, booster un petit peu les choses. Donc moi, je suis partisan du plasma de Quinton. On l'utilise aussi dans plein d'autres indications, notamment pour les problèmes de dos, voilà, faire des injections, ça. Mais on peut prendre du plasma de Quinton, c'est excellent pour se revitaliser cette cure d'eau de mer très riche en oligo-éléments, minéraux. Oui, c'est intéressant, mais je n'en ferai pas particulièrement un traitement antiviral. Nous sommes d'accord, s'entend.
Très bien. Alors pour le traitement, je reviens un petit peu sur le stress et l'anxiété, parce que c'est quand même un élément fondamental, parce que aussi bien on prévent quand tout va bien que quand on commence à avoir des signes, que effectivement quand on a beaucoup de signes, il y a ce facteur anxiogène non négligeable. Bon, déjà arrêtez de regarder la télévision et d'écouter la radio, parce que de toute manière, ce qui est dit ne vous apporte pas grand-chose par rapport à ce webinaire de ce soir, ça c'est clair. Et est-ce qu'il y a, à part la cohérence cardiaque, est-ce que vous préconisez d'autres choses? Ben, oui, je vous l'ai dit, et des auditeurs qui ont suivi ce webinaire parlent de yoga. Vous avez plein de techniques de relaxation. Moi, je vous en propose une avec la cohérence cardiaque parce qu'elle est facile à mettre en place. Elle ne demande pas de matériel. Tout le monde peut installer les applications pour faire cette cohérence cardiaque, soit sur son ordinateur, soit sur son téléphone portable. Elles sont en général gratuites. Donc, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Ce que je voudrais peut-être dire par rapport aussi au stress, et ça, peut-être qu'on n'en a pas assez parlé, parce que ce coronavirus fait peur à beaucoup de monde. Mais je voulais reprendre un petit peu quelques chiffres. Donc, en clair, que ce coronavirus, je ne suis pas en train de le minimiser, soit extrêmement contagieux, oui. Par contre, que ce soit quelque chose de spécialement dangereux, non. Je vais donner un petit exemple. J'ai repris les chiffres du cancer. Le cancer tue 9 millions de personnes par an. Donc, si on prend le nombre de décès qu'il y a eu depuis le début de l'épidémie de coronavirus jusqu'à maintenant, on est à 20 000 décès dus au coronavirus. Et bien, sur ce même laps de temps, nous sommes à 3 millions de personnes dans le monde qui sont décédées du cancer. Alors, vous voyez, il faut tout relativiser. Le coronavirus, on en guérit dans 98% des cas. D'accord? Donc, c'est contagieux, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors oui, il y a des gens qui meurent, mais ça représente, chaque année, il y a beaucoup de gens qui meurent de la grippe. Je ne pense pas que quand on allume sa télévision aux 20 heures, on dit aujourd'hui, il y a 150 personnes qui sont mortes de la grippe. Et pourtant, c'est le cas. Donc, il faut tout relativiser, tout remettre en perspective. Et c'est ça que je suis un petit peu fâché sur les médias. Alors, ils aiment bien le sensationnel, c'est ça qui les fait vivre et tout. Mais il faut un petit peu arrêter de faire paniquer notre population, parce que moi, je vois les gens actuellement sont vraiment, mais c'est même pas stressé, c'est paniqué. Et donc, on se calme. Oui, docteur Schmitt, je suis d'accord je suis parfaitement d'accord avec vous, mais c'est mondial. C'est-à-dire que si c'était franco-français ou belge, mais c'est mondial. C'est-à-dire que vous avez quand même un élément. Alors, ma question qui rebondit là-dessus, c'est qui a été posée par je ne sais qui, parce que vous étiez 5000, vous êtes 5000, 4500 ce soir, c'est énorme. Confinement intéressant ou bien l'immunité naturelle comme on aurait pu le préconiser à un certain moment, c'est-à-dire que, comme disait Boris Johnson, attendez-vous à ce qu'il y ait un petit peu plus de morts que pendant la grippe, mais le confinement, l'immunité naturelle s'en trouvera renforcée. Oui, alors il y a plusieurs choses et c'est intéressant. D'abord, je voudrais préciser, enfin je l'ai déjà dit, oui, le corona, c'est contagieux, mais c'est pas dangereux. Mais c'est cette forte contagiosité qui est plus forte que la contagiosité de la grippe, qui fait que on se trouve dans des situations où nos hôpitaux, nos soins intensifs sont d'une façon extrêmement rapide saturés, débordés. Voilà. En période de grippe saisonnière, on a aussi plein de gens qui doivent aller en réanimation et qui meurent de la grippe, etc. Mais c'est moins épidémique. Donc il y a moins ce pic, ce rush qui arrive
aux mêmes mamans, qui fait que le système de soins de santé, pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici, mais bon, il y aurait des explications à faire, sont débordés. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui, au niveau du confinement et de l'immunité naturelle. Alors, le confinement, oui, c'est ce qu'on a décidé, c'est ce que nos gouvernements belges, français, italiens, espagnols, enfin bon voilà, ont décidé. Donc, il faut le respecter. Je ne vais pas, loin de moi, l'idée de pousser à des actes inciviques. Donc, il faut le respecter parce que c'est ça qui a été choisi. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Je n'en suis pas persuadé. Parce que quelque part, il y a quand même un espèce de non-sens de confiner des gens en bonne santé. En général, si vous suivez tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on confine des gens malades, on vous met en quarantaine, voilà, mais on ne confine pas des gens en bonne santé. Je crois que c'est une des premières fois que ça arrive. Alors, on a été obligé de le faire. Pourquoi? Parce que malheureusement, on n'a pas assez de tests ou on n'a pas fait assez de tests. Parce que si on pouvait tester pratiquement tout le monde, on pourrait dire, bon, vous êtes malade, vous restez à la maison, vous ne bougez plus, et vous êtes bien portant, ok, vous pouvez circuler. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les tests, ou on n'a pas assez de tests, ou on a trop peu de tests. Donc maintenant, tout le monde est parti dans cette politique du confinement et on n'a pas d'autre choix que de la respecter. C'était une bonne idée. D'un point de vue mondial, effectivement, Gilles, vous avez tout à fait raison. L'Angleterre a arrêté l'immunité grégaire, comme il le dit. La Chine est en passe de le faire aussi. Pardon? La Chine est en passe de le faire aussi. Et les pays scandinaves aussi, apparemment, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont arrêté l'immunité grégaire, comme ils disent? Voilà, donc il faut aussi savoir à propos d'immunité, c'est que, et ça c'est quelque part aussi une bonne nouvelle, c'est que, vous savez comme moi qu'il y a énormément de gens qui attrapent le coronavirus et qui sont totalement asymptomatiques. À la limite, ils ne le savent même pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont fait les anticorps. Donc, ils sont immunisés. Et aussi pour répondre à une question qu'on me pose souvent, parce qu'on sait que certains virus, dont notamment celui de la grippe, a une fâcheuse tendance à muter facilement. Il semble ici qu'avec le coronavirus, les mutations soient faibles et que si on a fait ces anticorps contre le coronavirus, on est définitivement protégé. Donc ça, c'est quelque part aussi une bonne nouvelle. Vous nous confirmez que le corona, ce corona Covid-19 fait partie d'une famille nombreuse de corona. Oui, bien sûr. C'est un des types de corona qui a cette caractéristique de l'atteinte, entre autres, respiratoire. Donc il est quand même préférable, et Julia nous pose la question, de quand même, malgré tout, mettre le masque quand on sort, si on sait... alors c'est pour protéger les autres, c'est pas pour se protéger soi, hein, comme il est dit. Oui, enfin moi je suis un petit peu plus sceptique de voir tous ces gens qui font leurs courses avec des masques, surtout que, enfin je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique on a une pénurie de masques. Moi je pense que les masques doivent être réservés au personnel soignant, des médecins, des infirmières, tous les gens qui soignent des malades. Eux, ils doivent se protéger. J'imagine un kiné, un dentiste qui est là devant votre bouche. D'ailleurs, vous voyez les dentistes, même quand on n'est pas en période de coronavirus, ils portent en général un masque. Tous ces gens-là doivent avoir un masque. Maintenant, moi, aller faire ses courses au supermarché en étant déguisé avec un masque, moi, je ne trouve que ce n'est pas nécessaire, surtout sachant qu'il y a pénurie de masques. Je réserverai ça aux gens qui en ont vraiment besoin. Par contre, prendre toutes les mesures de désinfection, se laver les mains, comme on le dit, pendant une minute en allant bien dans tous les coins, le gel hydroalcoolique,
Voilà, toutes ces mesures-là, je pense que c'est des mesures de précaution qui sont valables. Alors, vous pouvez porter un masque, bien sûr, si vous allez faire vos courses et que vous savez que vous avez le coronavirus. Là, dans ce cas-là, c'est plus se protéger les autres que de se protéger soi-même. Voilà. Mais si vous êtes en bonne santé et que vous allez au supermarché, moi, je ne vois pas spécialement l'intérêt de porter un masque, surtout si vous avez fait tout ce que je vous ai dit ce soir au niveau stress, alimentation, compléments nutritionnels, vitamines, nutrition, enfin voilà. Comme disait Antoine Béchamp, qui était le grand concurrent de Pasteur, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Voilà. Écoutez, je pense que sur cette magnifique parole, parce que c'est clair, c'est ce sur quoi nous allons clore ce webinaire magnifique. Merci pour tous vos conseils. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce. Vous étiez extrêmement nombreux, donc on a essayé, Dr Schmitt a essayé de couvrir le maximum de questions pour pouvoir avoir une vision globale de cette et précise, aussi bien en prévention qu'en approche thérapeutique. Vous avez des solutions qui sont à votre disposition. Merci à toutes et à tous. Merci Dr Schmitt. Merci à l'équipe technique d'avoir permis cette réalisation. Nous allons tranquillement couper. On vous souhaite à toutes et à tous vraiment une bonne santé. Prenez soin de vous. Mangez bien. Faites du sport. Prenez vos vitamines. Écoutez les conseils. Pardon ? Déstressez-vous. Surtout, déstressez-vous, détendez-vous. Il a la cohérence cardiaque, il a le tai chi, le qigong, le yoga, le sport. Faites l'amour, rendez-vous heureux. Ça fait des endorphines. Rendez-vous heureux, rendez tout le monde heureux, comme ça, vous pourrez vous protéger. Et on souhaite se retrouver très bientôt hors confinement, avec des bonnes nouvelles, avec le maximum de personnes en bonne santé. Et peut-être avez-vous des pistes sur la fin du confinement, vous ? Non, je pas plus que tout le monde. Je pense que la date, c'est pas en France, qu'est-ce qui est prévu en Belgique? On parle de la mi-avril, la fin des vacances de Pâques. Je pense que c'est pas réaliste. Je pense qu'on est certainement bloqué jusqu'au mois de mai, début mai en tout cas. Vous pensez? Ouais. Tiens, petite question. Alors, je sais que tout le monde est en train de partir, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas tout le monde. Mais à votre avis, avez-vous connaissance, vous, du temps de contagiosité d'un porteur potentiel? Oui, on parle de 10 à 14 jours. Donc, c'est une des raisons, et c'est pour ça que je vous disais, la grosse problématique du corona, c'est que c'est une maladie très contagieuse, mais pas dangereuse. Mais c'est très contagieux, oui, effectivement. Mais c'est contagieux par rapport à une maladie où 98% des gens, il faut aussi le rappeler, vont rester asymptomatiques, donc ils vont même pas s'en rendre compte. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et merci Dr Schmitt et à très très bientôt pour vos nouveaux conseils. Et je rappelle aussi que vous aurez la possibilité de revoir tout cela en replay rapidement pour ne rien rater des bons conseils. Merci beaucoup, bonne soirée. Et si je coupe un petit peu brutalement, je vous prie de m'excuser parce que c'est un problème technique qui peut arriver. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous bonne soirée. Dr Schmitt, merci beaucoup. Merci à vous aussi et bonsoir à tout le monde. Au revoir.